Mamoudou Amadiko, réélu au poste de président de la NAFA. Le parti, depuis lors passé dans le camp de la majorité, renouvelle son bureau exécutif. Deuxième congrès ordinaire de l'année 2021, la nouvelle alliance fixe d'ores et déjà des objectifs pour les municipales à venir et pour la réconciliation nationale. Les commentaires en ouverture de journal. Une semaine à Puitenga se referme ce soir avec l'envers du décor. Anarchie, incivisme, insécurité, fraude et criminalité y ont également fait leur lit. Des ralentisseurs de la prospérité économique que connaît la ville. Dernier jour dans le centre-est, nous nous y intéressons. Lui était très investi pour sa passion, la décoration, engagé pour la RTB, malheureusement arraché trop tôt à l'affection des siens par le Covid-19. Ses admirateurs et proches se souviennent encore et retracent le parcours de l'homme. Soirée d'hommage à Marvin Sawadogo, c'est à suivre dans une poignée de minutes. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Deuxième congrès ordinaire pour la nouvelle alliance du Faso. Il se tient avec en toile de fond de nouvelles orientations pour la vie politique burkinabé. La NAFA veut apporter sa contribution à la réconciliation nationale et réaliser un meilleur score aux municipales à venir. À l'occasion, le parti a renouvelé sa confiance au professeur Mamoudou Amadiko au poste de président. Nongbakouda et Pascal Kane. Le professeur Mamadou Amadiko reconduit à la tête de la nouvelle alliance du Faso NAFA. Ainsi en a décidé les congressistes de ce deuxième congrès ordinaire du parti. Les congressistes font ainsi confiance au professeur Diko et à la nouvelle orientation donnée au parti. Il reçoit quitus du congrès de poursuivre l'implantation du parti tout en soutenant le programme du président du Faso. C'est une équipe homogène, très homogène. Et nous pensons que nous allons avoir une très bonne cohésion pour pouvoir apporter également notre contribution à l'actualité actuelle, notamment la réconciliation nationale. Dans ce mandat, nous allons également accompagner l'action de son Excellence, le programme politique de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Donc c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle ère de la NAFA. Le congrès ordinaire a été également une occasion de tirer les leçons de la maigre moisson des élections de 2020. Le parti n'est plus représenté à l'Assemblée nationale. Alors le cap est désormais mis sur les élections municipales. Nous devons tenir compte de tout ce qui s'était passé pour pouvoir corriger ce qui n'a pas marché, pour que le parti continue à rayonner sur toute l'étendue du territoire. Et c'est une de mes missions. Une chose est que les gens aient confiance en toi, une autre chose est de pouvoir travailler. Et je prie Dieu de me donner la force. Je prie Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la confiance des autres pour assurer ce leadership-là, qu'il continue d'éclairer mon chemin pour que nous puissions non seulement travailler ensemble, mais apporter notre contribution au développement du Burkina Faso. Le président de la NAFA réaffirme par ailleurs sa fidélité et sa solidarité à l'endroit de Djibril Bassolé, actuellement à l'extérieur pour des soins. Une motion de solidarité a d'ailleurs été adoptée par le Congrès dans ce sens. Nous partons pour la cité de Bangui avec des nouvelles de la tournée du ministre de la Défense. Après le Oué, c'est à Dédougou que Chérif Sy pose ses valises. Là, il échange avec les différentes troupes de sécurité sur leurs préoccupations. Du camp Naziboni à la brigade de gendarmerie de Dédougou, il traduit les encouragements du chef de l'État aux hommes de terrain. Détail avec Naba Ida Dabike et Karim Ouatraou. Chérif Sy accueilli en fanfare ici au camp Naziboni. Dans ce camp, comme à la brigade de la gendarmerie de Dédougou, il dit être venu passer un message d'encouragement du chef de l'État et s'imprégner des conditions de travail des hommes sur le terrain. Contre cette adversité que nous vivons, ils ont fait du bon boulot. Les lignes ont grandement bougé. Donc nous sommes venus aussi les traduire. Tous les encouragements de leur chef suprême, le président du Faso, par rapport à l'exécution des missions qui leur a été confiées. Donc ça nous donne aussi l'occasion de toucher certaines réalités qu'ils vivent, certaines préoccupations qu'ils ont. Quand nous voyons aussi ces préoccupations-là, je pense que ça nous facilite le processus de solutionnement un peu plus accéléré.
Pour le ministre d'État Chérif Sy, la situation sécuritaire a évolué positivement dans la région comme dans l'ensemble du pays. De 2016 à maintenant, il y a eu de la part du chef suprême des armées et de son gouvernement un grand investissement dans l'équipement des forces armées, dans leur soutien. Donc aujourd'hui quand même, cette menace qui dans les années 2016-2017 était pesante sur nous, elle est vraiment moins pesante aujourd'hui et nous espérons que ce travail d'ensemble, cette synergie d'action va continuer pour que nous puissions finalement aboutir à une paix durable. Et pour atteindre cet objectif, le ministre compte également sur la bonne collaboration des populations. De son côté, le ministre de la Santé était dans les cascades et environnants. Charlemagne Ouedraogo a visité les infrastructures sanitaires à Niangoloko, Niendéré et Banfora. Face aux doléances présentées par les agents, il renouvelle l'engagement du gouvernement à les accompagner. Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Un ministre de la Santé qui encourage ses agents ici au dispensaire de Yendéré. Tout comme ces dispensaires, le dispositif de riposte contre le coronavirus de Yendéré et le centre médical de Niangoloko ont aussi reçu la visite du ministre et sa délégation. L'objectif est de reconnaître le travail abattu sur le terrain, mais aussi de toucher du doigt les vraies réalités. Les chefs d'État ont convenu d'une réouverture progressive des frontières pour faciliter la circulation des personnes. Et vous conviendrez bien que cela va occasionner un afflux massif de personnes et il était important que nous allions vérifier le dispositif sanitaire qui est en place pour faire les différents contrôles afin que nous puissions éviter donc que de nouvelles maladies ne rentrent au Burkina. Les forces de sécurité et les agents de santé ont une parfaite collaboration pour que ce dispositif sanitaire puisse marcher. L'autre étape de la tournée est le laboratoire Phytofla et le CHR de Banfora. Il est question de réitérer aux agents la volonté du président du Faso d'ériger cet établissement en centre hospitalier régional universitaire au grand bonheur des populations des Cascades. L'engagement que son Excellence Monsieur le Président du Faso a pris pour le transformer en CHRU va passer par un renforcement de capacité du plateau technique qui doit être relevé et aussi un renforcement en ressources humaines de qualité capable donc d'atteindre le niveau universitaire. Avant de quitter Banfora, c'est un face-à-face entre le ministre et les acteurs du monde de la santé de la région des Cascades. Les préoccupations sont exposées, les besoins sont exprimés. Une occasion pour Charlemagne Ouedraogo de rassurer tous que les différentes requêtes enregistrées lors de cette tournée seront examinées afin d'apporter des solutions. Également en tournée, le ministre de l'Environnement, Siméon Sawadogo, à l'École nationale des eaux et forêts de Djendjegeso, il dit être venu recueillir les préoccupations des pensionnaires et leur redonner du souffle à travers les encouragements du gouvernement. Maneka Hien et Karim Sissi. Dialogue direct entre le ministre en charge de l'environnement et les élèves de l'École nationale des eaux et forêts, ENEF. Une tribune pour échanger à cœur ouvert, recueillir les doléances des élèves afin de parler le même langage. Et sans détour, les élèves, par la voix de leur délégué général, ont soumis à leur ministre de tutelle quelques difficultés rencontrées. Nous sommes un regroupement qui peut atteindre souvent 500 élèves et que généralement il n'y a pas de dispositif sanitaire et assez adéquat pour nous accompagner. Donc les difficultés généralement c'est dans la nuit lorsque il y a des cas de maladie pour les évacuer. On trouve souvent des difficultés là-dessus. On a besoin aussi qu'on puisse faire plus de spécialités. Nous voulons qu'à la fin de notre formation, que ce soit des élites qui sortent, voilà, qu'on ait une formation de pointe. Siméon Sawadogo a aussi rencontré les corps enseignants et administratifs. Une rencontre qui lui a permis de saluer de vive voix l'effort consenti par ces derniers pour le rayonnement de ce temple du savoir. Lorsque on a la responsabilité d'une école comme l'École nationale des eaux et forêts, la présence du premier responsable du département
Et véritablement, c'est un signe d'encouragement, de motivation. C'est vrai que lorsqu'on a une mobilisation financière, ça fait du chaud au cœur, mais lorsque la personnalité du ministère fait le déplacement pour venir vous dire courage, avancez, c'est bon, là, sérieusement, nous ne pouvons qu'être heureux. Vu la tâche qui nous a été confiée, nous ne pouvons pas réussir si nous ne venons pas voir cette école qui forme la pépinière des agents avec lesquels nous allons travailler pour réussir les missions sur le terrain. Et nous n'avons pas eu tort de nous déplacer ici, donc à Denderso. Nous avons pu voir également l'engagement du corps professoral pour que ces jeunes femmes et ces jeunes enfants-là, et même les gens du professionnel, donc, puissent acquérir donc, de nouvelles connaissances. Le laboratoire de l'ENEF, le jardin potager et les jardins botaniques ont été visités par le ministre. Une visite qui lui a permis d'apprécier le travail qui y est effectué. Des préoccupations également à recueillir, certes, mais surtout des moments forts à partager. Un jubilé de diamant pour l'école primaire A de Lago dans le Zandoma. 60 ans d'existence célébrés en compagnie d'un ancien élève et pas n'importe lequel, le président de l'Assemblée nationale. L'initiative est portée par l'association Nabayadga de Lago à Ouagadougou. Couleurs et émotions dans ce reportage signé Abbas Traoré et Moussaki. Tobado Daniel Gouba, premier instituteur de l'école primaire publique de Lago en 1959. 60 ans après, une attestation de reconnaissance lui est décernée comme les autres anciens encadreurs. Le vieux a aujourd'hui 94 ans. J'ai fait beaucoup de choses ici. J'ai assuré l'état civil. Et chaque jeudi, je me rendais à Gouchy pour faire le compte rendu là-bas. Donc vous voyez, Lago, pour moi, c'est comme mon propre village. Parmi les anciens élèves de cet établissement, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakanda, a quitté Lago en 1982. Le portrait de son géniteur, directeur de cette école de 1978 à 1982, lui est remis comme souvenir. Et le président de l'Assemblée nationale rend hommage à tous ces instituteurs. Le premier diplôme, par exemple, le certificat d'études primaires, c'est à Lago, parce que j'étais là du CE jusqu'au CM2. Je leur rends au moins à tous ces enseignants, jeunes, anciens, un grand hommage. Un grand hommage mérité d'ailleurs. Marraine de la cérémonie, représentant du ministre en charge de l'éducation nationale, tous s'appellent les 344 élèves qui comptent actuellement l'école à prendre comme pour exemple de réussite l'ancien élève Bala Sakandé. La cérémonie du 60e de cet établissement de Lago est une initiative de l'ANILO, Association Naba Yadiga de Lago à Ouagadougou. Et c'est une journée de visibilité, c'est une journée de cohésion de tous les enfants, y compris, surtout, si vous avez eu la chance que parmi les élèves de votre école se trouve la deuxième personnalité du pays, moi je pense que c'est une opportunité à saisir. Le président de l'Assemblée nationale a remis du matériel pour l'école et le centre de santé de Lago. Il a aussi fait la promesse de forage et d'équipement solaire pour le pompage d'eau. Avant cette cérémonie, Bala Sakanda a échangé avec les forces vives de Lago sur le développement de la localité. Autre point de l'actualité, l'impact après plus de 4 années de mise en œuvre des politiques publiques dans 9 régions du Burkina. Un exercice auquel se prête le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social. Assisté de ses partenaires, il marque une halte pour une évaluation. Détail dans ce point de presse résumé par Jean-Eudes Bayala et Christine Koulibaly. C'est un face-à-face avec les hommes de médias pour une auto-évaluation. Un auto-examen de l'impact du projet suivi des politiques publiques dans 13 communes urbaines et 7 communes rurales de 9 régions du Burkina. L'objectif général de notre projet est de contribuer à la consolidation de la démocratie participative au Burkina Faso à travers la systématisation du suivi citoyen de l'action publique dans les communes d'intervention. Pour y arriver, plusieurs canaux et stratégies de communication ont été utilisés pour amener les citoyens à s'impliquer davantage dans la gestion de leur cité. Pour l'auto-évaluation, il y a des motifs d'autosatisfaction. On a pu aboutir à un certain nombre de résultats. Une culture de la redevabilité de la part des autorités des collectivités territoriales bénéficiaires, une prise de conscience des acteurs,
notamment les autorités et les populations, qu'aucun développement véritable ne se fait sans l'implication de tous les acteurs. Et ceci est un signe réel de démocratie participative. Pour prendre le cas de Dédougou, le service fiscal était vraiment à son sommet à Dédougou. Et nous pouvons dire sans nous tromper que c'est grâce au périmètre que les populations adhèrent, ce qui nous a amené donc à passer de 2017 à fin décembre, donc le 31 décembre 2020, le taux d'évolution budgétaire, les ressources propres, est passé à 223,81%. À l'avenir, le GERDES, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, bénéficiaire du programme Présimètre et porteur du projet, souligne la nécessité du passage à l'échelle du programme pour atteindre le maximum de collectivités territoriales. L'alliance et la parenté à plaisanterie, deux valeurs fortes de la culture burkinabé. Comment pourrait-elle alors être mise à contribution pour une réconciliation véritable et une lutte efficace contre l'insécurité? C'est l'objet du panel organisé ce 27 mars à Ouagadougou, ce qui a été dit avec Daouda Ouattara et Nyarkiteda. 3 communicateurs, dont 2 ici des sciences sociales, Dr Salif Sangaré, professeur Alain Sissao et un spécialiste des questions sécuritaires, le commissaire principal de police Emmanuel Zongo et une journaliste Marguerite Douagneau pour assurer la police des débats. Le décor est bien planté pour tout savoir sur les enjeux de l'alliance et de la parenté à plaisanterie dans un État comme le Burkina. Pour le communicateur principal, ces 2 outils sont bien ancrés. La parenté à plaisanterie et l'alliance à plaisanterie sont des valeurs qui sont vivaces dans nos communautés, parce que nos communautés peuvent, à travers la parenté à plaisanterie, peuvent coexister, peuvent aussi se dire un certain nombre de vérités. Raison pour laquelle, dans le contexte actuel, l'alliance et la parenté à plaisanterie apparaissent comme du pain béni pour la réconciliation nationale, mais une réconciliation basée sur le triptyque vérité, justice, réconciliation. Ces 3 éléments, que sont la vérité, la justice et la réconciliation, peuvent s'appuyer sur l'alliance et la parenté à plaisanterie. Vérité. Seul un parent à plaisanterie peut vous dire la vérité. L'alliance et la parenté à plaisanterie constituent également aux yeux des panélistes un pacte pour lutter contre l'insécurité au Burkina. Si nous sommes dans un quartier et ces liens sont entretenus entre les différents habitants, automatiquement les uns pour les autres nous devenons un peu comme des gardiens naturels. Et c'est cela qui est donc de la coproduction de sécurité. Et c'est ainsi que la collecte du renseignement, qui est très importante en matière de lutte contre l'insécurité, sera en fait au quotidien. Ce panel est organisé par le FIAPO, le Festival international de l'Alliance et de la parenté à plaisanterie de Ouagadougou. Il invite au Burkinabé à travailler pour consolider ces outils, mais aussi et surtout solliciter les gouvernants à explorer cette piste pour résoudre tous les problèmes au Burkina. Sur le thème de la réconciliation, l'on passe de la théorie à la pratique à Bourasso. Devant les autorités administratives et coutumières, les responsables des communautés y vivant prennent l'engagement d'enterrer leurs dissensions afin de bâtir ensemble leur commune. Engagement scellé par des documents paraphés sous l'égide de la coalition Djama. Les détails de la cérémonie de réconciliation avec Edouard Ouedraogo et Karima Ouedraogo. Le représentant des propriétaires terriens, celui de la communauté Peul et le chef de canton de Bourasso, le maire de cette commune paraphe ici ces documents. Des documents qui matérialisent le retour de la paix entre ces différentes communautés. Fini donc les tensions, les ruptures de dialogue et les menaces de conflit entre fils et filles de Bourasso. L'ensemble du village de Bourasso disait que c'est le quartier Bazouakoui qui est à l'origine de tous les malheurs. S'il y a une maladie, s'il ne pleut pas, c'est nous. Et vraiment, si nous ne changeons pas, le village ne sera pas intéressant. C'est ainsi que dans notre quartier, les deux grandes familles se sont réunies pour se concerter réellement, pour se dire la vérité. Et effectivement, chacun a compris qu'il fallait changer de comportement et de mieux faire, de se pardonner réellement.
Des engagements pris sous l'égide de la coalition Diam pour la paix et la cohésion sociale, initiatrice de la réconciliation entre communautés vivant à Bourasso. Les différents protagonistes de la crise ont tous signé des engagements. Et aussi le camp Peul qui était stigmatisé. Eux aussi, nous avons réussi à les faire venir. Ils ont signé des engagements écrits qui sont matérialisés. Et chacun s'est engagé en tout cas à respecter le processus de paix. Dans ce processus de paix, les autorités administratives appellent les protagonistes à maintenir la flamme allumée. Ce processus de réconciliation qui a été scellé aujourd'hui, ils puissent donc l'entretenir et faire en sorte qu'on ne parle plus de mésentente et qu'on parle plutôt de paix retrouvée pour que le développement de Bourasso puisse se poursuivre. Le Massaton de Dédougou est désigné ambassadeur régional de la paix par la coalition Diam pour la paix et la cohésion sociale. De Bourasso, nous voici à Puitenga et ce sont les dernières nouvelles de notre séjour dans la zone. Nous rendons visite aux tisseuses de Poissin, un quartier périphérique de la ville. Une activité pratiquée depuis des décennies est devenue une tradition. Retrouvons Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Malgré le poids de l'âge, la vieille Kumbu Nare poursuit son activité de tissage. À 85 ans, elle ne peut plus se tenir devant son métier à tisser. Mais sa passion pour le tissage demeure intacte. Une passion née depuis plus d'un demi-siècle. C'est à Ouagadougou que je suis allée apprendre le tissage. Je suis allée aider une sœur à s'occuper de ses enfants. Pendant ce temps, j'apprenais le tissage auprès d'une de ses voisines dans le quartier. Ça fait plus de 50 ans et quand je suis revenue, j'ai formé mes coépouses ici à Poissin. Et depuis lors, l'activité occupe presque toutes les femmes de Poissin qui tirent de là leur pitance quotidienne. Dans chaque cour, il y a au moins un métier à tisser. Toutes les femmes pratiquent le tissage. Moi, je suis venue ici après mon mariage depuis plus de 20 ans. Et j'ai aussi appris l'activité. Toutes mes filles ont été formées et quand elles se sont mariées, certaines même ont emporté leur métier à tisser. L'activité nous permet de soutenir nos maris et de prendre soin de nos enfants. Mais le travail est compliqué. Pour avoir un pain et demi, il te faut au moins 3 jours. Ici, presque tous les pains tissés portent des noms et chacun a son prix. Chaque pain a son prix. Il y a les pains fonctionnaires qui coûtent 7500 francs et les autres modèles coûtent 7000 francs. Une activité cependant confrontée de nos jours à quelques difficultés. Avant, si tu injectais 12 500 francs, tu pouvais t'en sortir avec 25 000 francs de bénéfices. Mais actuellement, il y a la mévente, car l'activité est répandue dans toute la commune. Et la teinture coûte très cher maintenant. C'est devenu compliqué. Qu'à cela ne tienne, les femmes de Poissin n'entendent pas pour autant abandonner le métier. Elles sont déterminées à préserver l'héritage de la vieille Kumbu Nare. Des potentialités bien valorisées tout au long de la semaine, mais il n'y a pas que cela à Puitenga. Et oui, il y a des aspects moins roses et peu enviables. L'envers du décor, c'est aussi l'anarchie, l'incivisme, l'insécurité ou encore la fraude et la criminalité. Voyons cela de plus près avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga que nous retrouvons juste après. Puitenga, la ville aux allures d'un gros marché à ciel ouvert. Des commerces partout, étals, boutiques et aucun endroit n'y échappe. Même pas cet espace dédié au jardin du maire, transformé aujourd'hui en marché de fruits et légumes. Ce lieu est pourtant réservé aux rencontres et aux retrouvailles récréatives. Nous sommes arrivés
on voulait déguerpir les femmes. Nous avons posé la question, où est-ce que vous allez les envoyer? Et de quoi vont-elles survivre? Ouais, donc, on a dit non, on ne va pas faire un jardin du maire parce qu'il y a des gens qui veulent aller boire la bière, manger des brochettes, pendant que ces braves femmes-là n'ont nulle part pour exercer leurs activités. Au marché central, les motos slalom entre les allées. Difficile de se frayer un passage sans se heurter à un engin. Anarchie et également insécurité. Ici, les commerces sont très souvent victimes d'incendies et de cambriolages. Ma boutique a pris feu à 2 reprises. Ça n'a pas été facile. J'ai tout perdu, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu reprendre mes activités. Les incendies sont souvent des stratégies de délinquants pour cambrioler les autres commerces aux alentours. Nous souhaitons que le marché soit reconstruit et bien parcelé. Ça peut nous éviter beaucoup de problèmes. Les commerçants sont également victimes des braquages, même en plein midi. Il arrive souvent que des bandits armés jusqu'aux dents emportent d'importantes sommes, entre 40 à 50 millions de francs CFA. Il y en a eu même des pertes en vie humaine, souvent de par leur faute, car ils refusent de s'attacher les services de sécurité de nuit à des coûts dérisoires de 30 000 francs CFA. Ville Carrefour, Poutenga est aussi accusé d'être un lieu de fraude. La fraude, c'est avant. Actuellement, ceux qui sont toujours dans ça ne sont que des débrouillards. Nous ne sommes plus dans ça. Est-ce que quelqu'un peut frauder avec une marchandise de plus de 500 000 francs CFA avec un vélo ou une moto? Nous sommes maintenant des grands et dédouanons nos véhicules, c'est tout. Quand on dit vocation à caractère commercial, là où il y a les activités commerciales, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Vous voyez, au temps de Thomas Sankara, ils sont venus encercler Poutenga toute une semaine, ramasser beaucoup de choses. Mais le même Sankara est revenu ici une semaine après. Il a dit quoi? De remettre tout ce qu'ils ont pris là à ces gens-là qui se débattent pour survivre. Parce que les vrais fraudeurs là, ce sont ces gens assis avec des cravates là. Donc vous voyez, moi si je vous dis qu'il n'y a pas de fraude de Poutenga, là j'ai menti. Mais je ne suis pas le maire des fraudeurs. Anarchie, insécurité et fraude présumée, des mots qui minent la ville. Mais Poutenga demeure aujourd'hui un poumon économique de la région du centre-est et du pays. Amandine Lalsaga, bonsoir. Bonsoir Ruth Ouattara. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. 7 jours à Poutenga, plusieurs aspects abordés. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme résumé de votre séjour? Alors déjà, merci pour la question. Mais j'aimerais dire que c'est une équipe qui a fait immersion à Poutenga durant la semaine. Avec Gérard Sommet. Les belles images que vous avez pu suivre tout au long de la semaine sont de Gérard Sommet. La qualité du son a été assurée par Moussa Konaté. Et celle qui a su agencer son et images pour les montages, pour que vous puissiez suivre ces reportages-là, sont de Valérie Zungrana. Et nous n'oublions pas également le chauffeur qui vous a conduit. C'est Bouré Massawado qui nous a conduit tout au long de la semaine. Alors, une semaine à Poutenga, c'était très intéressant. Poutenga est une ville très accueillante avec de nombreuses potentialités, avec ses multimillionnaires, parce que l'activité économique est très florissante dans la ville. Vous avez eu l'occasion de suivre Idrissa Yamba. Il y en a plus. Il y a beaucoup de multimillionnaires dans la région. Et également, au niveau des recettes communales, vous avez le conseil actuellement qui existe là, la municipalité a déjà enregistré en termes de recettes plus de 3 milliards de francs CFA sur une prévision de 5 milliards.
Ça veut dire que vraiment l'activité économique est très florissante. Et on est qu'au mois de mars. Bien sûr. Voilà. Et cependant, paradoxalement, Ruth, il faut dire que quand même, Puitenga souffre en urbanisation. On a l'impression que ce sont les individus qui sont riches et pas la commune tout entière. Parce qu'il n'y a pas assez d'hôtels, de restaurants, tout ce qui est en termes d'urbanisation, je pense que ça pêche également. Et il faudrait peut-être. Amandine, est-ce que ces multimillionnaires sont réfractaires à investir au niveau même de leur propre zone? Peut-être, et même pour qu'ils puissent dire qu'ils ont réussi, c'était compliqué. Parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ont réussi, personne ne veut dire que ça marche. Pour ne pas attirer peut-être les convoitises. C'est possible. C'est une ville, quand même, quand tu regardes le niveau de vie, c'est assez bas par rapport aux recettes générées par la commune et par l'activité commerciale. D'accord. Alors, on va également parler du travail de façon pratique sur le terrain. Est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés particulières? Est-ce que la population de Puitenga a été coopérative? Alors, la population a coopéré, mais ça n'a pas été facile au début. Au début, ça n'a pas été facile. Je vous raconte une anecdote. Puitenga, c'est une ville commerciale. Et je sais que quand nous sommes arrivés, d'abord, on a essayé d'échanger avec quelques commerçants. Il y a un quand même qui me dit que, mais madame, je vous ai écouté, c'est bien beau ce que vous venez faire, mais moi, je gagne quoi en retour si je parle devant la caméra? J'ai dit, bon, je reprends tout. J'ai dit, nous pouvons faire passer le message que vous voulez, mais nous n'avons pas, nous trimballons pas un sac rempli de billets pour venir vous donner. Il m'écoute et à la fin, encore, il me dit que, bon, dites-moi, vous avez combien on va s'entendre? En fait, ça fait partie des difficultés, le réflexe du commerçant. Il fallait aussi que nous aussi également, on use de stratégie, on se mette également dans la peau des commerçants pour pouvoir réaliser le sujet. Donc, je pense qu'en dehors de ça, bon, tout s'est bien passé. Et Puitenga également, il faut dire que la nuit, Puitenga est très calme. Dans la journée, la ville est très bruyante avec les commerces, mais le soir tombé, Puitenga est très calme. Pas de maquis, pas de récréativité comme ça dans la ville. Je ne sais pas si c'est parce que la ville a peut-être plus de la moitié de la population est musulmane, 70% je pense. La ville est très calme. Okay. C'est ce qu'un peu on retient de cette ville-là. Mais Puitenga également, avec des dissensions qui existent. Vous avez eu à suivre le reportage sur l'abattoir. Tout à fait. Voilà, où il y a des dissensions sur le choix du site. Mais au-delà du choix de site, Ruth, il faut dire qu'il y a le choix des bouchers. Parce que, et selon les bouchers, ils ont ouvert une liste où tout le monde ne pourra pas exercer dans ce nouvel abattoir qui coûte la bagatelle soit de 2 milliards de francs CFA. Donc, beaucoup menacent de ne pas aller, même si on construit. Pourtant, les conditions dans lesquelles ils sont ne sont pas très on a vu un des intervenants qui signalait d'ailleurs que c'était meilleur parce qu'on était en saison sèche. Et d'imaginer en tout cas les lieux en saison de pluie, c'est encore plus catastrophique. Et justement, quelque chose que je vais ajouter, qu'on n'a pas pu l'intégrer dans le reportage, il y en avait tellement, c'est le marché de bétail. Vous savez que le Puitenga dispose d'un marché de bétail construit à plus de 250 millions de francs CFA. Mais ils ne se sont pas entendus sur le choix du site et le marché a été abandonné. Et le maire nous dit que pour des recettes de plusieurs millions de francs CFA, par exemple, par mois, et je pense que la mairie s'est retrouvée avec 600 et quelques mille francs en une année. Ça ne marchait pas. Ouais. Donc alors, est-ce que pour le choix justement de ces infrastructures-là, l'approche participative n'a pas été privilégiée? Est-ce que les différents acteurs n'ont pas été associés au moment des prises de décision? J'ai l'impression que c'est le cas. C'est ce qui crée des frustrations, des frustrés. Et je pense qu'il faudrait miser en fait sur la communication avant de faire ces choix-là. D'accord. Donc, j'aimerais quand même remercier un peu la population. On vous permet de le faire assez très rapidement. La population qui a finalement coopéré par la suite. D'accord. Et vous êtes finalement devenu un de leurs. Bien sûr, on a séjourné pendant une semaine, tout s'est bien passé. Je remercie particulièrement le maire, Prosper Yamego, qui nous a beaucoup aidés. Il a mis à notre disposition un guide, son deuxième adjoint, Sidiki Kosporé, qui est d'ailleurs le responsable des marchés hier. C'est lui qui nous a accompagnés tout au long de notre séjour. Les forces de défense et de sécurité également, qui nous ont accompagnés, qui ont collaboré. Et
Je vous remercie également, Ruth Ouattara, pour les lancements que vous avez pu faire, qui On ont donné un éclat, rehausser un peu l'éclat de nos reportages. Vous avez été très prolifique sur le terrain, 14 éléments. Là, il fallait le faire, chapeau bas. Merci. Alors, on vous remercie d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Merci. Et on va s'intéresser au PADEL avec ce projet très ambitieux. Près de 2000 infrastructures économiques à réaliser au profit de 153 communes du Burkina. 6 régions devraient en être bénéficiaires pour poser les bases de la réussite. Les parties prenantes se sont rencontrées à Ouagadougou. Isaka Fondo et bienvenue Tonsa. La composante 2 du programme d'appui au développement des économies locales PADEL amorce sa dernière phase. Cette rencontre d'échange entre le ministre délégué chargé de l'aménagement du territoire et de la prospective et les maires et entreprises des localités concernées vise à fixer les bases d'une mise en œuvre réussie. Dans le viseur, près de 2000 infrastructures socio-économiques à réaliser dans 153 communes, entre autres des boutiques de rue, des marchés, des gares routières, des magasins de stockage, des sites maraîchers, des parcs à vaccination et plusieurs ménages à accompagner financièrement. Pauline Zouré appelle les acteurs ici présents au sens de la responsabilité pour l'atteinte des résultats satisfaisants. La composante 2 du PADEL est en cours d'exécution dans cette région du Burkina. Cette phase concerne les 6 dernières régions que sont les Cascades, le centre-ouest, le sud-ouest, les hauts-bassins, le plateau central et le centre. Un programme dont le coût global est estimé à près de 400 milliards de francs CFA. Soirée d'hommage faite de témoignages, de prestations d'artistes et de projections cinématographiques. C'est l'engagement de jeunes admirateurs à Marvin Sawadogo, ancien décorateur de la RTB et décédé à l'âge de 54 ans. À l'occasion, le parcours de l'homme a été retracé. Séquence émotion avec Lassina Ouattara et bienvenue Tonsa. Cette capacité à dire ce qu'il pense. Une soirée pour célébrer un pionnier de la décoration au Burkina Faso, Marvin Amadou Sawadogo, décédé il y a 1 an des suites du Covid-19. Tour à tour, parents, amis, connaissances et admirateurs livrent des témoignages sur un homme qui aura vécu utile. C'est quelqu'un de travailleur. La preuve, c'est que son dernier concept, c'est la gratitude. Je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté en termes de décor, en termes de qualité de plateau au Burkina. Marvin l'altruiste, le concepteur de la baratitude, un concept selon lequel seul le travail, rien que le travail dans la rigueur, libère l'homme. Cette soirée d'hommage a été pensée par un groupe de jeunes qui affectionnaient Marvin et qui pour certains étaient un père, un coach, un ami. Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le père attentionné, le mari aimant qu'il a toujours été. Vraiment, nous sommes contents de cette soirée-là, des journées baratitude à l'honneur de papa. Ça nous a apporté quand même de confort, de savoir que les gens sont là pour nous dans ces moments-là. À cette tribune, les souvenirs douloureux sont proscrits, d'où ces prestations d'artistes musiciens pour détendre l'atmosphère, suivi de la projection d'un documentaire de 10 minutes qui retrace le parcours de ce personnage de l'ombre. Le sujet de la cohésion sociale a réuni plusieurs confessions religieuses autour du guide spirituel des soufis, une nuit entière de prière pour la paix au Burkina et dans le monde. Temps fort avec Adama Guiti et Amadou Marcel Ato. Sans distinction de confession religieuse, ils sont nombreux à répondre à l'appel de la communauté spirituelle musulmane des soufis du Burkina Faso. Ils adhèrent ainsi à la démarche du cheikh soufi Mouaz Ouedraogo dans sa quête de la paix et de la stabilité. Ce que j'attends du Burkina et du monde entier que j'ai parcouru et prêché la paix, c'est les voir s'aimer, s'accepter, s'embrasser, se rendre service et laisser chacun adorer pleinement son Dieu. À ce qu'on s'accepte et le jugement revient à Dieu seul, qui a le pouvoir de punir qui il veut et a le pouvoir de pardonner qui il veut. Prêche, prière avec des messages de tolérance et surtout de cohésion sociale véhiculés, ce grand rendez-vous est par ailleurs mis à profit pour davantage promouvoir la question de la réconciliation nationale. Le chef de l'État a fait de la réconciliation nationale une des priorités de ce quinquennat. C'est dire toute l'importance de la question
dans le Burkina Faso d'aujourd'hui. Et donc, il est heureux de savoir que les leaders d'opinion, les chefs de communauté, les leaders spirituels et toutes les personnes de bonne volonté et d'influence s'engagent pour prolonger l'action du chef de l'État. Venus d'Égypte, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, entre autres, les participants se sont engagés à être des porte-voix du cheikh Mouaz dans sa quête de la stabilité dans la sous-région. Cette triste information avant de refermer ce journal, le monde de la presse burkinabé pleure Zoumana Wonogo, décédé à 58 ans ce dimanche 28 mars. Ancien correspondant de la VOA Afrique au Burkina, il était conseiller au Conseil supérieur de la communication. Korozoum, comme on l'appelait dans la corporation, a aussi exercé sa plume auprès des éditions Sidoya et du journal Le Soir. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Et c'est sur cette note que se referme cette édition. Une autre équipe s'installe dès demain 20h, mais en attendant, ici à Kanana vous retrouve pour la dernière édition à 23h. À bientôt, Dieu voulant. Bonsoir.